l'histoire de la disparition des gardes forestiers est toujours pleine de détails mystérieux et inexpliqués qui ressemblent souvent à des intrigues de thrillers effrayants ou d'histoires d'horreur. L'un de ces cas est l'horrible disparition et la mort de Ben Steele, un garde forestier de 33 ans qui travaillait dans le parc national olympique, dans l'État de Washington. Sa disparition est devenue l'un des événements les plus horribles et les plus mystérieux de l'histoire des parcs américains. Ben Steele était l'un des meilleurs employés du parc, travaillant dans le service des gardes forestiers depuis plus de 10 ans. Depuis l'enfance, il était fasciné par la nature et son amour des forêts, des montagnes et de la vie sauvage l'avait poussé à devenir garde forestier. Le parc national olympique, avec ses forêts denses, ses rivières glacées et ses montagnes, est devenu la deuxième maison de Ben. Ben patrouillait régulièrement dans les zones les plus reculées du parc, où l'accès était limité et où même les touristes expérimentés s'aventuraient rarement. Ses collègues ont souvent rappelé qu'il se sentait chez lui dans les montagnes et les forêts, qu'il savait toujours s'orienter, même dans les conditions les plus difficiles, et qu'il avait une grande expérience de la survie dans la nature. En octobre 2007, Ben Steele a été chargé de visiter une zone reculée appelée Shadow Valleys, située sur les pentes orientales du parc. Cette zone était connue pour sa faune et sa difficulté d'accès. En raison de son isolement, ce coin du parc était rarement visité par les touristes, et les gardes forestiers vérifiaient régulièrement que la zone n'était pas attaquée par des braconniers et qu'elle n'était pas endommagée. Ben est parti en patrouille pendant quelques jours. Il était censé rester en contact avec son téléphone satellite, mais dès le premier jour, ses signaux ont disparu. Ses collègues ont commencé à s'inquiéter, mais ont décidé d'attendre, pensant qu'il s'agissait peut-être d'une perte de communication temporaire, due à la difficulté du terrain. Cependant, après 2 jours sans nouvelles, le parc a décidé de lancer une opération de recherche et de sauvetage. Une équipe de 8 gardes forestiers est partie à la recherche, y compris un hélicoptère pour examiner la zone depuis le ciel. Le 3e jour des recherches, l'équipe a trouvé les premières traces, un petit feu et un mégot de cigarette. Cela confirme la présence de Ben dans la région, mais il n'y a pas d'autres traces de ses déplacements sur le site du feu de camp. En outre, les chiens participant aux jeux et recherches ont d'abord détecté l'odeur de Ben, mais la piste s'est rapidement interrompue au milieu de la forêt, ce qui a détourné les chercheurs de leur chemin. Après quelques jours de recherches infructueuses, l'équipe a commencé à faire des découvertes macabres. Tout d'abord, ils ont trouvé des morceaux déchirés des vêtements de Ben, suspendus aux branches des arbres. Ensuite, ses bottes sont apparues sur le sentier, soigneusement empilées les unes à côté des autres. On aurait dit que quelqu'un avait délibérément enlevé ses vêtements et les avait laissés comme d'étranges indices. 1 semaine après le début des recherches, le corps de Ben Steele a été retrouvé au bord de la rivière, dans une gorge profonde. L'eau avait partiellement submergé le corps et son visage était mutilé, comme on l'a découvert plus tard, à la suite d'une chute contre des pierres. Mais d'autres détails de la mort sont devenus un véritable mystère pour l'enquête. Son corps était partiellement dévêtu, ses vêtements de dessus manquaient et ses chaussures gisaient à quelques mètres de là. De nombreuses éraflures et coupures ont été découvertes sur les bras et les jambes de Ben. Mais le détail le plus effrayant est que ses doigts semblent avoir été coupés par lui-même. Les experts ont émis l'hypothèse d'un accident ou même d'une hypothermie lorsqu'une personne en état de panique ou de désorientation se fait du mal à elle-même. Cette théorie n'a toutefois pas été confirmée, car il ne faisait pas assez froid ce jour-là pour provoquer une hypothermie.
Autre détail étrange, dans les poches de Ben, on a trouvé des morceaux de papier froissés dont l'écriture ne correspondait à aucun de ses documents ou journaux intimes. Les inscriptions étaient chaotiques et certaines d'entre elles n'avaient même pas de sens, ressemblant à un dessin désordonné. Certains experts ont suggéré qu'il avait peut-être subi un stress important ou qu'il avait paniqué avant sa mort, ce qui aurait pu l'amener à agir de la sorte. Les résultats de l'examen médico-légal n'ont pas permis de déterminer avec certitude la cause du décès. Bien qu'il y ait des signes d'une chute de hauteur, la raison pour laquelle Ben a enlevé ses vêtements et pourquoi ses doigts étaient dignes dans un tel état n'a pas été élucidée. La mort de Ben Steele a donné lieu à de nombreuses théories et conjectures. Une version populaire suggère que Ben aurait rencontré quelqu'un dans les bois qui ne voulait pas être trouvé, ce qui l'aurait conduit à la mort. Une autre hypothèse veut qu'il soit tombé sur des activités illégales telles que le braconnage ou le trafic de drogue, ce qui aurait provoqué le conflit fatal. Une autre théorie veut que Ben ait été victime d'un trouble psychologique ou même d'hallucinations dues à la fatigue ou au stress. Son comportement étrange avant sa mort, comme le fait de se déshabiller et de prendre des notes chaotiques, pourrait indiquer une perte de contrôle de son esprit. Mais la raison pour laquelle cela s'est produit à ce moment précis reste inconnue. L'une des disparitions les plus mystérieuses d'un garde forestier s'est produite dans le parc national des Great Smoky Mountains, dans le Tennessee. Le garde Jacob Smith, 26 ans, employé chevronné du parc, a disparu alors qu'il patrouillait dans l'une des zones les plus reculées et les plus difficiles d'accès du parc. Cette histoire, pleine de détails macabres, n'a pas été élucidée depuis plus de 20 ans. Jacob Smith était garde forestier depuis 5 ans. Il n'était pas seulement un employé du parc. Jacob a littéralement grandi dans les Great Smoky Mountains. Son amour du plein air et sa relation particulière avec la faune et la flore ont fait de lui l'un des meilleurs employés du parc. Il connaissait intimement chaque sentier et chaque section du paysage montagneux. En août 2002, Jacob a été chargé d'effectuer des rondes dans une zone reculée du parc connue sous le nom de Dark Valley. Cette région était réputée pour ses sentiers accidentés, ses gorges profondes et ses forêts denses où les touristes étaient rares. La vallée sombre était l'une des zones où Jacob avait souvent patrouillé. Il était donc confiant et ne s'attendait pas à rencontrer de problème. Jacob quitte le bureau du parc le 14 août 2002 et part pour une patrouille de 2 jours. Il emporte l'équipement standard, une carte, une boussole, une radio, de la nourriture et de l'eau. Tout semblait normal. Jacob ne s'attendait à rien d'extraordinaire et n'a donc pas signalé de risque potentiel. Le dernier contact avec Jacob a été enregistré le lendemain, le 15 août, lorsqu'il a passé un bref appel téléphonique à son collègue pour confirmer qu'il était sur la piste. C'est la dernière fois que l'on a entendu parler de lui. Lorsque Jacob n'est pas revenu, ses collègues se sont doutés qu'il s'était passé quelque chose, car il était toujours très responsable. Cela dit, son absence était alarmante et une opération de recherche et de sauvetage de grande envergure a été organisée dès le lendemain. Des dizaines de gardes forestiers, des équipes cynophiles et même des hélicoptères ont participé aux recherches. Au départ, les sauveteurs espéraient y retrouver Jacob rapidement, car la zone leur était familière, bien qu'inaccessible. Cependant, les recherches sont devenues de plus en plus difficiles au fil des jours. 4 jours après le début des recherches, l'équipe de secours a trouvé les premiers indices qui ont fait frémir tout le monde. À une dizaine de kilomètres du dernier endroit où Jacob a été contacté, à la lisière d'une forêt dense, les sauveteurs ont trouvé son sac à dos.
Ce qui est inhabituel, c'est que le sac à dos n'a pas été simplement laissé sur place, mais qu'il a été soigneusement accroché à une branche d'arbre, comme s'il avait été placé là à dessein. À l'intérieur du sac à dos se trouvaient de la nourriture, une carte, une boussole et une réserve d'eau. Tout ce dont on a besoin pour survivre, ce qui a soulevé encore plus de questions. Pourquoi Jacob a-t-il laissé son équipement dans un endroit aussi sûr et ne l'a-t-il pas emporté avec lui? Mais le véritable choc attendait les sauveteurs. À quelques kilomètres du sac à dos, ils ont trouvé la veste de Jacob. La veste semblait avoir été coupée au couteau. Des déchirures profondes et régulières des deux côtés suggéraient un combat brutal ou une destruction délibérée. D'étranges empreintes de pas étaient visibles tout autour, mais elles se sont soudainement arrêtées sur place, comme si la personne qui les avait laissées avait tout simplement disparu dans l'air. La découverte la plus horrible a eu lieu le lendemain. Au fond d'une petite grotte, située encore plus profondément dans la forêt, les sauveteurs ont trouvé les restes d'un crâne humain. Au début, ils n'étaient même pas sûrs qu'il s'agissait de Jacob, mais une analyse ADN plus poussée a confirmé leur pire crainte. Le crâne reposait sur une plateforme de pierre, entourée d'ossements de petits animaux, comme si quelqu'un avait délibérément créé ce macabre autel. Cela ressemblait à une scène rituelle qui a conduit de nombreuses personnes à soupçonner que Jacob aurait pu être la victime de quelque chose de bien plus terrible qu'un simple accident dans la nature. Quelques jours après la découverte du sac à dos de Jacob Smith, les sauveteurs sont tombés sur une piste qui, à première vue, semblait être une autre pièce du puzzle, mais qui s'est révélée bien plus sinistre qu'ils ne le pensaient. Les bottes de Jacob ont été trouvées au sommet d'une corniche rocheuse, surplombant une gorge dont la profondeur était si impressionnante que presque aucune lumière ne pouvait y pénétrer. Les chaussures étaient jambes debout, comme si quelqu'un les avait délibérément placées de cette manière pour créer le sentiment de quelque chose d'incompréhensible. Contrairement aux découvertes habituelles dans les cas de disparition, où les objets peuvent être dispersés sous l'effet de la panique ou de la précipitation, cela ressemblait à quelque chose de soigneusement préparé. Cependant, le sentiment qui s'est emparé de toutes les personnes présentes était sombre et inquiétant, comme si quelque chose de très sinistre se passait dans cet endroit. Plus choquant encore, d'étranges symboles griffés ont été découverts sur les pierres à côté des chaussures. Ils ressemblaient à d'anciens signes ou marques qui semblaient dénués de sens à première vue. Mais les experts qui ont été invités plus tard sur le site les ont reconnus comme faisant partie d'anciens rituels occultes. Ce phénomène, inédit dans les parcs nationaux, a suscité une vague de spéculation. Que pouvait bien signifier ce dessin et quel était son lien avec la disparition de Jacob? Pour ajouter à l'inquiétude, les sauveteurs ont trouvé des cheveux sur le sol, à côté des bottes et des panneaux. Ils appartenaient à une personne, mais l'analyse a montré qu'il ne s'agissait pas des cheveux de Jacob, mais de ceux d'une autre personne. Cette découverte a encore accru le mystère, car personne ne pouvait expliquer comment ou pourquoi il pouvait y avoir d'autres traces de quelqu'un d'autre à cet endroit. Ces découvertes ont donné lieu à de nombreuses théories. La plus horrible d'entre elles suggère que Jacob aurait pu être victime d'une secte qui pratiquait des rituels dans des coins reculés et inaccessibles du parc. Lorsque d'étranges symboles occultes ont été découverts sur les pierres, les habitants ont commencé à évoquer d'anciennes légendes faisant état de forces obscures dans les Great Smoky Mountains. D'autres ont soupçonné qu'il s'agissait d'un groupe de braconniers ou de trafiquants de drogue qui utilisaient ces endroits reculés pour leurs opérations illégales et étaient payés prêts à tout pour protéger leurs intérêts. Cependant, aucune trace de bagarre ou de violence n'a été trouvée, à l'exception d'une veste déchirée. Quelques jours après la découverte des chaussures,
les sauveteurs sont tombés sur un autre détail étrange. Les restes de plusieurs doigts appartenant à un être humain ont été retrouvés sur la rive d'une petite rivière qui coule à quelques kilomètres de la falaise. L'analyse confirme qu'il s'agit de parties du corps de Jacob. Ils avaient un aspect étrange, comme s'ils avaient été coupés ou délibérément laissés comme un signe impliquant une sorte de symbolisme. Ce fut la dernière découverte macabre de l'affaire. Après cela, l'opération de sauvetage s'est arrêtée et l'enquête n'a toujours pas été résolue. La disparition de Jacob Smith est devenue l'un des mystères les plus impénétrables et les plus horribles des parcs nationaux. Et même après de nombreuses années, il n'a toujours pas été élucidé. S'agit-il de l'œuvre d'une secte occulte ou peut-être de personnes qui voulaient d'ailleurs cacher leurs activités illégales? Ou peut-être existe-t-il vraiment une force obscure dans les montagnes qui protège ses possessions? Les détails macabres qui entourent la disparition de Jacob continuent donc d'effrayer tous ceux qui découvrent l'affaire. Randy Merlin est garde forestier à Denali depuis plus de 10 ans. Avec ses vastes étendues, sa nature sauvage et ses hautes montagnes, Denali est l'un des plus grands parcs nationaux des États-Unis où les gardes forestiers jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité des visiteurs. Randy était bien préparé à cet environnement, car il vivait en Alaska depuis son enfance et était un randonneur et un chasseur expérimenté. En juillet 2007, Merlin a été chargé de patrouiller dans une zone reculée du parc appelé Ice Valley, un endroit où des inspections régulières étaient menées pour détecter les cas de braconnage illégal ou de dégradation de l'environnement. C'est l'un des endroits où les touristes se rendent rarement en raison du paysage accidenté, et c'est pourquoi il fait l'objet d'inspections fréquentes. Le 12 juillet, Randy est parti seul en patrouille, comme c'est souvent le cas dans les zones reculées. Il portait l'uniforme standard des gardes forestiers et disposait de tout l'équipement nécessaire pour 2 jours dans la nature. Cartes, boussole, radio, nourriture et eau. Il a dit à ses collègues qu'il prévoyait de revenir le 14 juillet en fin de journée. Le 14 juillet est arrivé, mais Randy n'est pas revenu. Ses collègues ne s'inquiètent pas immédiatement, car il n'est pas rare que les Rangers soient retardés en raison de conditions difficiles ou de vérifications supplémentaires. Cependant, sans nouvelles de lui le lendemain, une opération de recherche et de sauvetage a été lancée. Compte tenu de l'expérience et de la formation de Randy, l'équipe de gardes forestiers, qui s'est jointe aux des recherches, était convaincue qu'il serait retrouvé rapidement. Plus de 50 personnes ont participé à l'opération, dont des équipes de recherche, des équipes cynophiles avec des chiens et plusieurs hélicoptères pour surveiller la zone depuis les airs. Cependant, les recherches devenaient de plus en plus difficiles au fil des jours, aucune trace de Merlin n'ayant été retrouvée. Après une semaine de recherche, les premiers signes de la présence de Randy ont été trouvés, mais ils n'ont fait que soulever plus de questions. Sur le flanc d'une des pentes de la forêt dense, les sauveteurs tombent sur sa carte, soigneusement pliée et abandonnée sur le sol. La question s'est immédiatement posée. Pourquoi un garde forestier expérimenté aurait-il laissé un objet aussi important dans la nature, puisqu'une carte est resté l'un des principaux moyens d'orientation? L'élément le plus étrange a été trouvé à quelques kilomètres de là, un campement abandonné avec un mégot de cigarette qui a été confirmé plus tard comme étant celui de Randy. Mais il n'y avait aucun signe de présence humaine à proximité du camp, aucun signe de lutte ou de combat. Le silence inquiétant qui régnait dans la région ne faisait que renforcer le sentiment que quelque chose avait très mal tourné. Le plus choquant, c'est que quelques jours plus tard, l'équipe est tombée sur la veste déchirée de Randy, retrouvée au bord de la rivière.
La veste avait été déchirée en plusieurs gros morceaux et les coupures semblaient avoir été faites par un animal fort doté de griffes ou de dents acérées. En outre, des traces de griffes sur le sol et les arbres à proximité indiquaient la présence d'un grand prédateur. Les sauveteurs ont d'abord pensé qu'il pouvait s'agir de traces de grizzly, mais elles semblaient plus grandes et inhabituelles pour un prédateur local. En outre, les restes de son équipement ont été trouvés à proximité. Des parties d'une tente, une lanterne, mais tous ces objets étaient dispersés à une distance considérable les uns des autres. Il est donc encore plus difficile de comprendre ce qui a pu se passer. Aucun signe de lutte ou d'autres blessures n'ont été trouvés dans les environs, ce qui a de nouveau conduit à l'idée de l'intervention d'un prédateur. Après la découverte des restes de l'équipement et des traces d'un grand prédateur, l'hypothèse a été émise que Randy aurait pu être victime d'une attaque agressive de la part d'un animal sauvage que l'on rencontre rarement dans ces régions. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un prédateur mutant ou inconnu, peut-être un grand loup ou même une espèce d'ours inconnu, dont les traces ne correspondraient pas tout à fait à celles d'un grizzly typique. Les habitants de la région ont également évoqué des histoires de créatures mystérieuses qui apparaissaient parfois dans des endroits reculés du parc. Cependant, malgré ces récits, aucune preuve scientifique de l'existence de telles créatures n'a été trouvée. Une autre hypothèse suggère que Randy aurait pu rencontrer un ours ou un loup très rare et agressif qui aurait agi de manière inattendue pour le garde forestier. De tels incidents sont rares, mais les prédateurs peuvent devenir dangereux lorsqu'ils se trouvent dans des conditions extrêmes de faim ou de maladie. Malgré des recherches à grande échelle, le corps de Randy n'a jamais été retrouvé. Les restes de ses vêtements, de son équipement et les signes d'une attaque animale ont donné lieu à de nombreuses théories, mais personne n'a pu obtenir de réponse définitive. Un mois après sa disparition, les recherches actives ont été suspendues. L'affaire n'est toujours pas résolue et est devenue l'un des mystères les plus effrayants du parc national de Denali. Les collègues de Randy et les chercheurs tentent toujours de comprendre ce qui a pu se passer dans les contrées sauvages de l'Alaska, où la nature dicte toujours ses propres règles. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de noter l'affaire qui vous intéresse le plus et la disparition qui, selon vous, est la plus mystérieuse et la plus riche en indices inexpliqués. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'avez appréciée et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. À bientôt, bonne chance et bonne continuation.